Et on se retrouve ce soir avec notre invité Alain Finkielkraut. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. On va évoquer avec vous ce livre, L'après-littérature aux éditions Stock, dans lequel vous questionnez cette société post-littéraire où les livres sont lus mais n'impriment plus. C'est absolument passionnant. On va en parler dans un instant. Je suis avec Louis de Ragnel, que je salue. Bonsoir Louis. Bonsoir, du service politique d'Europe 1, chef du service politique. On va évidemment vous questionner un tout petit peu sur l'actualité parce que aujourd'hui c'était le 51e anniversaire de la mort du général de Gaulle et on a eu toute une brochette de candidats à la fois des Républicains, Anne Hidalgo à gauche, Marine Le Pen qui elle était à Bayeux, qui sont venus pour rendre hommage au général de Gaulle, mais bizarrement il n'avait qu'un nom à la bouche. Éric Zemmour, écoutez quelques réactions, il vous fait réagir ensuite. Quand j'entends des personnes qui disent, qui légitiment l'action du maréchal Pétain pendant l'occupation en disant qu'il a sauvé des juifs, je me dis que ces gens-là ne peuvent pas se dire gaullistes. Je pense que le gaullisme n'appartient à personne. Le gaullisme, c'est une certaine idée de la France, l'idée que la France doit pouvoir définir elle-même son projet de société. Qu'est-ce qui reste du legs du général de Gaulle qui, effectivement, est dans son projet politique le plus proche de l'idée qu'il se faisait de la France. C'est un vrai questionnement, c'est un vrai sujet, et donc je pense que si ce sujet doit être débattu aujourd'hui, eh bien, pourquoi pas aujourd'hui, mais il le sera tout au long de la campagne présidentielle. Voilà, vous aurez reconnu Valérie Pécresse, Philippe Juin et Marine Le Pen. Qu'est-ce que ça vous inspire, Alain Finkielkraut ? Il est vrai que ce qu'on appelle aujourd'hui le phénomène Zemmour est incontournable. D'ailleurs, lui-même se réfère à de très nombreuses reprises au général de Gaulle. Et un philosophe qu'on ne peut pas taxer de réactionnaire, qui a plutôt une sensibilité social-démocrate, je veux parler de Marcel Gauchet, a dit que ce phénomène a eu un effet positif sur l'agenda, parce que il nous a permis de sortir du déni, de lever une série d'interdits, et il a imposé des thèmes qui sont devenus incontournables. Il ajoute même, Gauchet, que Zemmour a rendu service à la démocratie. C'est-à-dire que s'il n'était pas intervenu, eh bien, l'élection présidentielle aurait principalement porté sur le pouvoir d'achat, sur la réduction des inégalités, sur le dérèglement climatique. Ce sont des questions très importantes. Mais lui, Zemmour, arrive et dit, ce qui est en jeu, c'est la France. Quelle idée nous faisons de la France? Et surtout, la France a-t-elle un avenir? Est-ce qu'elle peut continuer comme ça? Est-ce qu'elle va persévérer dans son être? Ce sont, à mon avis, de très justes questions. Il y a une angoisse. Cette angoisse, Zemmour s'en est saisi avec une très grande vigueur. Cette angoisse, elle peut s'exprimer, par exemple, dans une formule très ancienne, 19e siècle, d'Edgar Quinet. Il dit, le véritable exil, ce n'est pas d'être arraché à son pays, c'est d'y vivre et de ne rien trouver de ce qui le faisait aimer. Voilà ce qui prouve cet exil paradoxal, un grand nombre de Français. Mais, il y a un mais, le problème avec Zemmour, ce sont ses références. Il se réfère, historique notamment. Il se réfère à De Gaulle, certes, mais aussi à Barrès, mais aussi à Charles Maurras. Et il est donc pain béni pour ceux qui veulent à tout prix nous faire croire que l'histoire se répète, que les années 30 reviennent, que il y a une équivalence entre les migrants d'aujourd'hui et les réfugiés d'hier, entre les immigrés musulmans d'aujourd'hui et les juifs d'hier. C'est un mensonge, mais c'est une sorte de mensonge auquel Zemmour lui-même donne consistance par ses références. Donc c'est un ennemi providentiel pour l'antifascisme imaginaire qui, durant toute la campagne, et s'il passe le premier tour, entre les deux tours, va se déchaîner, et je trouve que c'est très dommage. Alors, Louis de Ragnel, une question. Moi, je voulais revenir avec vous sur justement cette célébration que tout le monde s'arrache maintenant du général de Gaulle. C'est assez impressionnant. Du coup, on ne sait plus très bien ce que veut dire le gaullisme. Il y a quelques années, à l'ENA, le sujet de dissertation, c'était « Reste-t-il des grands hommes ?» Et aujourd'hui, force est de constater qu'on est obligé toute la classe politique se réfère à un seul homme, et il n'y en a pas d'autre. Depuis 50 ans, c'est le général de Gaulle. Et je me souviens, j'avais lu plusieurs dissertations, et il y avait deux types de réponses. La première réponse, c'était en gros,
notre société est assez médiocre et donc elle n'est plus capable de produire des grands hommes. Et il y avait un deuxième type de réponse, c'était qu'en fait la période qu'on vit ne permet pas l'émergence de grands hommes. Et du coup, je voulais vous entendre là-dessus, parce qu'on sait qu'Éric Zemmour essaye d'incarner justement cette grande figure qui s'élève, qui essaie d'être au-dessus, quoi qu'on pense des débats et quoi qu'on pense de ses prises de position. En tout cas, il essaye de répondre à cette aspiration de retrouver des grands hommes dans l'histoire. Oui, il essaye d'y répondre. Pour les raisons que j'ai dites, il n'y arrive pas, parce que s'il cite Maurras et Barrès avec le général de Gaulle, les gens vous disent, c'est une résurrection du nationalisme xénophobe, etc., alors qu'il s'agit de toute autre chose. Valéry disait, l'histoire est la science des choses qui ne se répètent pas. Zemmour fait croire à beaucoup de gens que l'histoire se répète. Mais grand homme, c'est, si j'ose dire, un grand mot. Nous avons besoin aujourd'hui d'une personnalité, en effet, qui sort de l'ordinaire. Je veux dire, prenons le cas des prénoms. Vous voyez ce que je veux dire. Zemmour nous dit, il vaudrait mieux que les immigrés donnent comme premier prénom, il n'a pas dit comme tout le premier prénom, un prénom français à leur enfant. Pas Mohamed. Il dit Mohamed comme deuxième prénom, ça va. Bon, on s'est récrié, mais il fallait aller plus loin dans l'analyse, parce que les Français d'origine française sont de plus en plus nombreux à donner comme prénom Kevin, Donovan, Jordan, Dylan, Cindy, Jennifer. C'est-à-dire eux-mêmes s'arrachent à la tradition française. Alors c'est pas une autre tradition, c'est la culture de masse. Quant à la jet set, elle choisit un prénom unique, un prénom qui n'a jamais été énoncé, qui n'a jamais existé, dans une folie narcissique. Donc ce qui veut dire que, si vous voulez, il y a une désaffiliation générale aujourd'hui, une désaffiliation très grave. Et Michel de Gégère, à la fin de son dernier livre, vous savez, ça s'appelle, je crois, le cabinet des Antiquités, quelque chose comme ça, pose cette question. Savons-nous encore être français? Et nous le savons de moins en moins bien. La désassimilation est générale pour les immigrés, mais pour les Français d'origine française, parce que les enfants sont des nouveaux venus sur la terre, tous. Donc, tous sont en quelque sorte des immigrés. Tous, ils doivent être intégrés dans un monde plus vieux qu'eux. Cette intégration, cette introduction ne se fait pas. Il faudrait en effet quelqu'un qui le dise et qui dise qu'il importe aujourd'hui aux Français de réapprendre à être Français pour que la France puisse persévérer dans son être. Et vous voyez ce que je veux dire, ça demande en effet de sortir du tout venant politique, ça demande une éloquence particulière que Zemmour a en partie, mais qu'il gâche, comme j'ai dit, par un certain nombre de références qui sont autant de casseroles. Alain Finkielkraut est l'invité spécial de Punchline ce soir. On le retrouve dans un instant. On évoquera cette question de l'identité de la France au cœur du débat. À tout de suite sur Europe 1. Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve avec notre invité exceptionnel Alain Finkielkraut de l'Académie française pour son livre L'après-littérature chez Stock. Encore un mot de l'actualité, la question de l'identité française évidemment est en jeu au moment de cette présidentielle. Et avec cette journée consacrée à De Gaulle, l'incapacité de notre pays à produire des élites, en tout cas des grands hommes, comme le soulignait Louis de Ragnel, elle est encore une fois, elle est liée à notre mode de vie, aux réseaux sociaux, à l'accélération de l'information. Peut-être, mais vous avez produit un grand homme. Je pense que les grandes figures, en art comme en politique, relèvent du miracle. Elles ne sont pas produites. Ça arrive. Simplement, je pense que nous ne vivons pas une époque médiocre. Et donc, nous avons besoin, en effet, d'une grande figure qui dépasse un certain nombre de clivages, qui sache parler avec tact, avec intelligence, avec profondeur, de la situation très grave dans laquelle est la France. Vous savez, je vous ai apporté, je ne savais pas si j'allais y faire référence, le livre posthume de Jean Daniel, qui
s'intitule Réconcilier la France, qui est un livre absolument passionnant. Et à la fin de son livre, il parle de ses conversations avec Mitterrand. Il voulait l'alerter sur ce qui se passe. Et il lui dit, la France est en train de changer. Le clocher de votre affiche électorale, dans peu de temps, vous le verrez entouré par des minarets. C'est Jean Daniel qui parle, le fondateur du Nouvel Observateur. Et il dit, il va encore plus loin dans sa réflexion à lui. N'est-il pas vrai qu'un homme de gauche ne pourrait plus aujourd'hui faire sa campagne électorale comme Mitterrand l'avait fait en 81 avec une affiche représentant un petit village bien français avec son église? S'il le faisait, si Anne Hidalgo, qui va se recueillir évidemment sur la dans le tombe tombeau du du général de Gaulle, qui aurait été ravi de voir baisser l'âge du vote à 16 ans. Ça, c'est une mesure gaulliste, mais magnifiquement gaulliste. De Gaulle aurait demandé 12, c'est clair. Si Anne Hidalgo avait fait une affiche pareille, tout le monde aurait dénoncé cette affiche comme nauséabonde. Et l'état-major d'Hidalgo en premier. Donc elle aurait eu plus personne. Vous voyez. Donc il y a un changement incroyable qui s'est produit. Une France devenue carrément honteuse d'elle-même au nom de la diversité, honteuse d'un passé qu'elle n'assume plus complètement. Donc nous vivons un moment particulier où quelqu'un doit être capable d'incarner la continuité, le droit à la continuité comme un droit fondamental. Et voilà, je constate que le personnel politique actuel n'est pas tout à fait à la hauteur. Ah, nous verrons bien. La campagne va se dérouler, elle nous réservera peut-être des surprises. Voilà. On a les élites qu'on mérite. Peut-être qu'on a les élites qu'on mérite. Non, et puis peut-être que voilà. Louis Dragnel. Ne fermons pas la porte à la bonne surprise. Absolument. Louis Dragnel. Moi, je voulais juste revenir sur... tout à l'heure, on évoquait un petit peu Éric Zemmour, enfin, vous l'évoquiez. Et Éric Zemmour, vous parliez des propos que vous dénonciez, vous vous désolidarisiez complètement de ce qu'il disait, notamment sur la guerre, la collaboration et Vichy. Mais quand Éric Zemmour explique pourquoi il fait ça, parce qu'en fait, il y a des explications, il explique qu'en fait, le problème, c'est que la droite a complètement perdu son identité dès lors qu'elle a supporté une culpabilité dont elle ne s'est jamais remise de justement l'histoire de la collaboration, de la Seconde Guerre mondiale. Et lui, je suis pas du tout en train de défendre ce qu'il dit, mais j'essaye de vous faire réagir à ses explications. Et il explique en fait que dans la collaboration, certes, l'État français a été coupable, mais il y a des individualités, il y a des personnalités qui, malgré tout, ont essayé de faire ce qu'elles pouvaient. Et il essaye justement de mettre la droite face à ce qu'il appelle des contradictions. Voilà. J'aimerais vous entendre. Je n'ai pas parlé volontairement. J'ai parlé de Barrès et de Maurras. J'ai pas parlé de la question de Vichy. Vous m'y amenez. Bon, que à un moment donné, le gouvernement de Laval ait voulu négocier avec les nazis, marchander en disant on vous donne les juifs étrangers dont on ne sait pas quoi faire pour garder les juifs français. C'est vrai, c'est répertorié par l'histoire. C'est pas à l'honneur de Vichy, parce que ils se sont débarrassés des juifs étrangers, apatrides, dont mes grands-parents qui ne sont pas revenus, dont mon père qui est revenu d'Auschwitz, mais où il a passé 3 ans. Donc, c'est pas au crédit de Vichy. Mais il s'est passé quelque chose de cet ordre, et je n'aime pas qu'on dise, mais non, c'est pas vrai. C'est quand même pas Vichy qui a fait la solution finale. Premièrement. Deuxièmement, justement, c'était pas la peine de rentrer dans ces considérations, parce que il fallait dire ceci. Il ne faut pas culpabiliser la France par une équivalence mensongère en disant toute politique migratoire ferme rappelle les heures sombres de notre histoire et rappelle Vichy, et donc au nom de Vichy plaider pour une ouverture inconditionnelle, une hospitalité totale. Ça, c'est une faute contre la vérité historique, et en plus, ça devient le grand paradoxe. Vous pensez que c'est cette culpabilité qui explique la situation dans laquelle on est? Non, mais cette culpabilité, moi je veux bien qu'on discute le livre de Marus et Paxton sur Vichy, mais on doit dire, regardons la réalité en face. Il y a eu un antisémitisme endogène en France, évidemment il y a eu la solution finale, mais on ne va pas aujourd'hui, au nom de cette mémoire traumatisante, accueillir de plus en plus
d'immigrés extra-européens, parce que le premier résultat de cet accueil massif, c'est la relance de l'antisémitisme en France et en Europe. Regardez la Suède. La Suède a dit, ben oui, on va venger nos pères, on va rattraper les fautes de nos pères. Résultat, Malmö est une ville, pour le dire à l'allemande, Judenrein. Tous les juifs, le maximum des juifs de la 3e ville de Suède, ont été obligés de partir à cause de l'antisémitisme, un antisémitisme lié à cette immigration. Alors encore une fois, pas d'amalgame, hein, tous les immigrés ne sont pas comme ça. Reste que, au nom de la mémoire de ce qui est arrivé aux Juifs, on alimente le nouvel antisémitisme. Alors un peu d'exactitude. Soyons capables de faire face à l'événement tel qu'il se produit et n'ayons pas les yeux obscurcis par une mémoire qui nous désoriente et par un antifascisme largement imaginaire. À ce titre, est-ce que ce qui se passe à la frontière avec la Pologne et la Bélarus est important et grave, et dangereux pour l'Union européenne? La France accuse le Bélarus de tenter de déstabiliser l'Union. Bien sûr que c'est grave, bien sûr que c'est grave. D'un autre côté, la situation de certains de ces migrants est absolument déchirante, mais on voit bien que si les choses continuent, c'est toute l'Europe qui risque d'être très profondément déstabilisée, et c'est toute la civilisation européenne qui est en jeu. Absolument. Une dernière question, Louis Dragnel, au sujet de l'immigration qu'évoque Alain Finkielkraut. Après, bon, moi, c'est plus une question qui est opérationnelle. On a l'impression, vous savez, Arnaud Montebourg a suscité une polémique en expliquant qu'il voulait taxer les transferts d'argent pour les pays qui ne reconnaissent pas leurs ressortissants. On a l'impression d'être dans une forme de fatalité. On a tout essayé. On a essayé les menaces avec les 3 pays du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie. Ça produit pas beaucoup d'effets. On a essayé de conditionner les aides au développement. Et puis, on voit quand même, si on dézoome un tout petit peu, des phénomènes de masse où on voit globalement l'Algérie qui est le continent africain qui est de plus en plus nombreux. Et il n'y a pas 36 000 solutions. Je sais pas, il y aura toujours la solution de construire des murs pour ceux qui veulent des solutions radicales. Mais globalement, on sait qu'à long terme, c'est pas une solution. Comment est-ce que vous voyez justement l'avenir de notre civilisation par rapport juste à des questions de démographie et au choc démographique? Je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Je suis comme vous. Je suis pas un homme politique. Pessimiste ou pas? Mais je pense effectivement que la civilisation française et plus largement la civilisation européenne sont en danger. C'est Milan Kundera qui définissait la Tchécoslovaquie comme une petite nation. Et petites nations sont pas celles c'est pas géographique, c'est existentiel. Et petites nations sont celles dont l'existence est en question. Et il disait, dans un article magnifique, le premier vers de l'hymne polonais, c'est « La Pologne n'a pas encore péri ». Vous imaginez ça en France ou en Angleterre? Ben oui, maintenant on l'imagine. La France n'a pas encore péri. Mais la question, c'est: tenons-nous à la France? Que veut dire être français? Pourquoi la civilisation française doit-elle être préservée? Que nous apporte-t-elle? Qu'apporte-t-elle au monde? Si toutes ces questions apportent une réponse unanime, ou en tout cas majoritaire, nous serons peut-être mieux à même de faire face aux défis effrayants qui nous attendent. Alain Finkielkraut est l'invité de Punchline ce soir sur Europe 1. On se retrouve dans un instant. On va parler de votre livre. Ah oui. Les femmes qui sont au cœur de votre livre, la libération de la parole, MeToo, et puis cette ère post-littéraire que vous nous annoncez dans ce livre. À tout de suite. Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Alain Finkielkraut, dans votre livre L'après-littérature, vous parlez beaucoup des femmes, de ce néo-féminisme militant et radical que vous appréciez assez peu. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un Moloch féministe qui a besoin régulièrement de nouvelles effigies masculines à dévorer, à briser, à broyer? Je pense en tout cas qu'il y a, avec l'idéologie néo-féminisme et l'antiracisme idéologique, le retour de la généralisation. On généralise à tour de bras. Et la littérature, c'est le contraire. Et la littérature ne vit que de spécificité, de particularité. C'est pour ça que la littérature est en danger. L'écrivain Édouard Louis, qui est quand même le chouchou du milieu littéraire,
a dit « Si on n'écrit pas contre le racisme, ça sert à rien d'écrire ». C'est l'inverse qui est vrai. Si on écrit contre le racisme ou contre le sexisme et la misogynie, ou contre l'homophobie, ou contre l'antisémitisme, ça sert à rien d'écrire. L'écriture, c'est autre chose. C'est l'exploration de la condition humaine. Philippe Roth le dit sur tous les tons, mais aussi Virginia Woolf. Virginia Woolf, qui est effectivement toujours la référence ultime des féministes. Mais elle le dit dans une chambre à soi. Il est néfaste pour une femme qui veut écrire de plaider pour une cause, aussi juste soit-elle. Et ce serait même la cause des femmes. Elle dit un écrit volontairement tendancieux est voué à la mort. La mort, c'est ça qu'il faut dire. L'après-littérature, c'est ça. C'est le remplacement de la spécificité par la généralité. Et on le voit notamment, pour en revenir au féminisme, dans l'expression culture du viol. Donc le viol n'a plus de définition juridique. Le viol est partout. S'il y a une culture du viol, ça veut dire qu'un regard appuyé, ça peut être déjà une forme de viol, une proposition indécente. Ce qui est arrivé à la femme qui a fait Balance ton porc. Sandra Muller. C'était une proposition indécente. Et ça devenait la même chose que MeToo. Donc MeToo, c'est tout en même temps. MeToo, c'est l'amalgame généralisé, là où il faut faire des distinctions. Et ce qui me fait peur avec le nouveau féminisme, justement, c'est qu'il piétine les distinctions. On l'a vu aussi à la cérémonie des Césars. Cérémonie de la haine que vous récompenser. Cérémonie de la haine, oui. Récompenser Polanski, a dit Adèle Haenel, c'est cracher sur toutes les femmes. Mais qu'est-ce qu'elle en sait ? Christophe Ruggia, dont elle reconnaît elle-même qu'il ne l'a pas violée, qu'il s'est retenu de peur de se regarder dans la glace, dit-elle, donc il s'est retenu. Eh bien, ce qui lui est arrivé avec Christophe Ruggia ne la rend pas experte dans l'affaire Polanski. Mais si, il n'y a pas d'expertise, puisqu'il n'y a même pas de place pour la multiplicité des histoires. Il n'y a plus qu'un seul récit, c'est l'homme oppresseur face à la femme victime. Et c'est cela, moi, qui m'angoisse énormément. Et puis, voyez ce procès extraordinaire à Montpellier. Jackie S. Vous avez suivi ça, hein? Il est vieux. Il est pas très bien de sa personne. Alors, il invente un jeu. Il se fait passer pour un décorateur à Monaco, etc. Il a 40 ans, il est beau, il envoie ses photos, il envoie d'autres photos de ses parties intimes, on échange, etc. Certaines femmes acceptent un marché terrible. C'est-à-dire, ils vont chez lui, elles le voient pas, elles se déshabillent, elles se bandent les yeux, ils ont un rapport amoureux, ils enlèvent le bandeau et elles voient un vieux monsieur. Donc, elles sont terrifiées, mais quoi? C'est tromperie sur la marchandise, c'est escroquerie, abus de confiance. Non, viol par surprise. Mais où était le viol? Ce n'est pas un viol, ce n'est pas vrai. Et quand vous avez l'avocat général qui dit, mais vous avez vu votre gueule, vous pourriez avoir zéro femme. Cet avocat général, lui-même condamné par les instances parce que il a eu des rapports intimes avec des gens qui étaient sous son pouvoir. Enfin, donc là on voit le droit lui-même, alors qu'il devrait défendre les distinctions, céder à cette pression généralisatrice de l'opinion néo-féministe. Moi, je plaide pour un retour du droit et pour un retour de la pensée littéraire. Et de la nuance. Alors pourquoi est-ce que vous dites dans ce livre que les livres sont lus aujourd'hui mais n'impriment plus, qu'on est dans une société post-littéraire? On n'a jamais imprimé autant de livres. Il n'y a jamais eu autant de livres présentés à chaque rentrée de septembre et de janvier. Jamais autant de prix littéraires, Alain Finkielkraut. Et alors? Et alors? Ça veut dire qu'on ne les lit pas, ces livres? Vous savez ce qu'est le wokisme? Les woke, ce sont des gens éveillés à toutes les discriminations, à toutes les injustices. Donc, ils sont tellement éveillés, jeunes ou moins jeunes, mais surtout jeunes, qu'ils ont besoin de rien. Ils n'ont pas besoin d'apprendre puisqu'ils sont éveillés à tout. Et donc, quand ils lisent, c'est pour repérer
dans les livres notamment passés, tout ce qui ne va pas, et notamment les très célèbres stéréotypes de genre. Stéréotypes de genre, je sais pas moi, dans Lucien Levesque, dans Anna Karénine. On lit pas Anna Karénine pour apprendre quelque chose sur l'amour, mais pour déceler les stéréotypes de genre. Et puis je vais vous, si j'ai une minute, il y a une femme qui enseigne aux États-Unis. Elle dit vraiment, le wokisme, c'est un élargissement extraordinaire de la pensée. Quand j'étudie aujourd'hui Bérénice, je fais beaucoup plus attention à ce que signifie Bérénice de Racine, la tragédie. Le fait que Titus soit en Orient, au rapport colonial que cela induit, au sens que prend le maintien de l'Empire romain grâce à une reine de Palestine. Et ça intéresse beaucoup les étudiants. Mais on s'en fout que ça intéresse les étudiants. On s'en fout que ça intéresse les jeunes. Comme disait Philippe Meuret, la jeunesse est un naufrage. Pour en sortir, il faut vieillir par la culture. Qu'est-ce que c'est Bérénice? Mais qu'est-ce que c'est Bérénice? Depuis 5 ans entiers, chaque jour je la vois et crois toujours la voir pour la première fois. Ça, c'est Titus. Et que dit Bérénice? Je l'aime, je le fuis. Titus même, il me quitte. C'est la plus belle tragédie amoureuse de la littérature française. C'est la musique de l'amour. C'est ça, Bérénice. Et c'est pas je ne sais quel collage sur l'impérialisme, machin chose, qui n'a strictement rien à voir. Alors si lire et apprendre à lire, c'est ça, on est évidemment dans l'après-littérature. Et c'est à pleurer. Mais il y a quand même des raisons d'espérer, et Alain Finkielkraut, que cette foison littéraire quand même permette à des esprits d'être éveillés. Oui, pas seulement sur le wokisme. Bien sûr, mais il faudrait que la transmission soit une véritable transmission. Et il faudrait au présent un peu plus de modestie. C'est la modestie qui a fait la culture. C'est la modestie, c'est-à-dire nous avons besoin des œuvres antérieures pour y comprendre quelque chose à nous-mêmes et au monde dans lequel nous vivons. C'est pour ça que nous ouvrons à la recherche du temps perdu ou Portrait de femme d'Henry James. C'est pour ça que nous allons vers les livres. Alors c'est pas la peine de dire nous sommes woke. Non, nous ne sommes pas éveillés. Si nous sommes éveillés avant de lire, ça sert à rien. La lecture est morte. La culture d'aujourd'hui n'est pas une culture, c'est une sous-culture. La culture du rap, la culture des jeux vidéo, la culture des réseaux sociaux. Et il y a aussi ceux qui se réclament de l'art et de la littérature. Il y a Jeanne Balibar qui dit, la comédienne, l'art est le lieu où s'élaborent les formes qui permettent de lutter contre le racisme et les inégalités. Mais c'est cette idée de l'art qui détruit l'art. C'est cette idée de la culture qui détruit la littérature. C'est cette idée de la culture. C'est cette idée de la littérature qui rend les livres vains. Donc, il faut reconquérir la place que la littérature est en train de perdre, et pour ça, retrouver cette humilité qui est celle de l'humanisme au vrai sens du terme. L'humanisme, c'est pas l'homme qui se glorifie d'être plus intelligent qu'un singe, c'est l'homme qui sait qu'il a besoin des textes pour accéder au monde et à lui-même.